En quoi le Web3 est-il utile à l'humanité? Nous entendons constamment parler de tous ces mots à la mode autour du Web3 et de la révolution que cela représente. Mais pourquoi les passionnés de la tech en font-ils autant d'éloges? Quel impact peut-il avoir sur nos vies? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Écoutez bien, car je suis convaincu que vous ne verrez plus jamais le Web3, la crypto-monnaie, les blockchains et tout ce qui s'y rattache de la même façon après avoir écouté ceci. Restez jusqu'à la fin pour savoir quelles entreprises utilisent le Web3 pour construire notre avenir. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez en savoir plus sur le Web3, gagner de l'argent avec les cryptos, les NFT et en savoir plus sur la Metaverse et d'autres, j'ai fait une liste des meilleurs livres que j'ai pu trouver sur les sujets. Suivez les liens vers les livres que j'ai rajoutés dans la description de cet épisode. Et ces livres, en fait, ils condensent des années d'expérience et de recherche de plusieurs personnes, plusieurs experts sur les sujets. Et ils vous feront gagner beaucoup de temps si vous vous y intéressez. En quoi le Web3 est-il utile pour vous et moi? Imaginez un monde où vous pourriez prêter de l'argent à quelqu'un situé à l'autre bout du monde. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant. Quelqu'un en qui vous n'avez pas du tout confiance. Mais où vous auriez la garantie à 100% de récupérer votre argent. Ou une garantie collatérale. Imaginez que sur les réseaux sociaux, vos données vous appartiennent entièrement et que personne ne puisse les vendre ou vous bannir d'un simple clic de souris. Imaginez un monde où vous pourriez vendre des articles, comme votre voiture d'occasion, votre téléphone ou autre chose, à quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas et en qui vous n'avez pas confiance du tout. Et ce sans l'intervention d'un tiers, comme eBay ou Le Bon Coin, et sans craindre de vous faire arnaquer. Imaginez que vous êtes un musicien ou un artiste. Imaginez que vous puissiez garantir l'authenticité de votre œuvre ou de vos œuvres et éviter la reproduction illégale et la revente de contrefaçon. Tous ces petits exemples que je viens de vous citer sont possibles grâce au Web3. Vous voyez, le Web3 n'est pas juste question de Bitcoin, de monnaie digitale qui se vendent cher ou de pixels avec des singes énervés ou des lions rugissants qui se vendent à des millions de dollars. Non, le Web3 va bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Le Web3 a des applications qui pourraient être trouvées dans le monde réel, mélangeant notre réalité telle que nous la connaissons avec des contrats auto-exécutoires faits dans un monde numérique. Je suis sûr que vous vous demandez comment tout cela est possible. Ne vous inquiétez pas, avant d'aller plus loin. Je dois d'abord répondre à cette question. Tous les exemples que j'ai cités ci-dessus sont possibles grâce à deux logiciels connus sous le nom de Smart Contract et NFT. C'est quoi un NFT? NFT, c'est une abréviation du mot Non-Fungible Token en anglais. Et comme indiqué sur le site d'Ethereum, les NFT ne sont pas des jetons comme le Bitcoin ou autres. Les NFT sont des jetons spéciaux qui peuvent être utilisés pour représenter la propriété d'articles uniques. Les NFT nous permettent de symboliser des objets du monde réel sur la blockchain. Il s'agit notamment des arts, de biens immobiliers et d'autres choses. La particularité des NFT est que personne ne peut les modifier et personne ne peut changer de propriétaire, à part si le propriétaire le décide. Donc, quand un NFT vous appartient, il vous appartient et c'est comme ça. Et le prochain logiciel dont on parlait tout à l'heure, le smart contract. Un smart contract est un accord auto-exécutoire dont les termes sont établis et exécutés sous forme de code qui s'exécute sur la blockchain. Il s'agit essentiellement d'un logiciel et les accords contenus dans ce contrat sont appliqués par un mécanisme de consensus qui fonctionne sur la blockchain. Et ce consensus est établi par les nodes, on les appelle nodes en anglais, les nodes de la blockchain. Et il est impossible de modifier les règles du contrat une fois qu'il est établi. Et là, je suis sûr que vous commencez un peu à voir de quoi je parle.
Ce logiciel a le pouvoir de prendre des instructions et de les faire appliquer de manière impartielle, sans aucune entité centrale. Mais comment est-ce que ce logiciel interagit avec le monde réel ? Comment peut-il interagir avec les choses de notre quotidien et garantir, comment s'intègre-t-il dans nos vies pour garantir que les transactions du monde réel sont effectuées conformément aux lois appliquées dans le monde virtuel, c'est-à-dire la blockchain? Il le fait grâce à ce que nous appelons des oracles. Et les oracles, c'est un autre type de logiciel. Déjà, il faut savoir que les smart contracts peuvent être invoqués à partir de la blockchain, mais aussi en dehors de la blockchain, c'est-à-dire off-chain en anglais. Les entités qui invoquent ces smart contracts en dehors de la blockchain s'appellent des oracles. Les oracles peuvent être des entités logicielles ou matérielles. Il existe essentiellement deux types d'oracles. Bon, il en existe plusieurs autres, mais je ne vais parler que de deux types d'oracles. Les inbound oracles, le premier type d'oracle, et les outbound oracles. Les inbound oracles sont des entités qui interagissent avec des smart contracts depuis le monde extérieur, c'est-à-dire le monde réel dans lequel nous vivons. Et ça interagit avec les smart contracts dans la blockchain. Et de l'autre côté, nous avons les outbound oracles. C'est des entités qui fournissent aux smart contracts la capacité d'interagir avec le monde extérieur. Pour simplifier ce concept, disons que vous et moi faisons un pari sur le score final d'un match de foot. Et nous codons un smart contract sur la blockchain avec les règles du pari. Et ces règles sont simples. C'est-à-dire, celui qui gagne devra envoyer de la crypto-monnaie de son compte à l'autre. Une fois le match terminé, ce qui va se passer, c'est que le inbound oracle enverra une information au contrat, au smart contract, lui disant que le match est terminé et lui donnant le score du match. Le smart contract enverra alors des jetons venant du compte du perdant vers le compte du gagnant. Et le smart contract dira à un outbound oracle de nous notifier une fois que la transaction est terminée. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et contrairement à la vie réelle, nous n'avons pas d'entité tiers. Nous n'avons pas on dit chez nous un katika. On n'a pas de katika ou on n'a pas un maître des jeux pour gérer la transaction. La transaction se fait de façon équitable selon les règles qu'on a mis dans le smart contract et sur la blockchain. Vous voyez, il y a une sorte de mélange entre le monde réel et le monde virtuel. Et dans ce sens-ci, c'est dans le bon sens. Et bon, je pense que ici, j'aurai quelques personnes qui vont m'écouter et se dire « Mais c'est un truc de fou, on va bientôt se retrouver dans la Matrix avec des machines qui nous contrôlent. » Mais non, en fait, les smart contracts ne sont pas vraiment smart comme on le dit. Les smart contracts sont aussi smart que celui qui les a codés. Donc, ce n'est pas relié à une forme d'intelligence artificielle, du moins pas pour le moment. Déjà, nous sommes en train de préparer le futur et je vous garantis que c'est vraiment excitant. Bon, continuons. Avec tout ce dont on a parlé jusqu'ici, vous devez commencer à penser au cas d'utilisation potentielle de la Web3 dans nos vies. L'économie du partage pourrait être plus sécurisée. L'économie du partage pourrait être plus sécurisée avec des contrats, avec des smart contracts qui font respecter les accords entre deux parties et facilitent le paiement entre ces deux parties. Mon exemple favori est celui de l'achat d'une voiture sur le Web 2 contre l'achat d'une voiture sur le Web 3. C'est un exemple qui est mis en avant dans un de mes livres préférés à propos de la Web 3. Le titre du livre, c'est Token Economy. Il est disponible sur Amazon. Je vais laisser des liens dans l'article qui accompagne ce podcast. On a un utilisateur, on a deux utilisateurs. La première, Alice. Le deuxième, Bob. Disons qu'Alice veut acheter une voiture. Déjà dans le monde dans lequel nous nous trouvons, sur le Web 2, le scénario sera tel que nous le connaissons déjà. Je vais le décrire en premier, le scénario du Web 2, et ensuite, je vais vous décrire le scénario du Web 3 pour que vous puissiez voir et comparer les deux scénarios et voir la différence, ce que le Web 3 apporte
que le Web 2 n'a pas. Bon, disons qu'Alice veut acheter une nouvelle voiture. Et ça ne la dérange pas du tout d'acheter une voiture qui est déjà utilisée par une autre personne. Genre une voiture, comment on dit en anglais, second hand. Une voiture d'occasion. Une voiture d'occasion. Elle veut acheter une voiture d'occasion. Donc aujourd'hui sur le Web 2, ce qui va se passer, c'est que Alice va aller sur Internet pour trouver une plateforme où des objets d'occasion sont vendus. Et elle va aller sur, par exemple, disons eBay ou Le Bon Coin. Elle va rechercher une voiture et de son côté, Bob, lui, il a sa voiture qu'il veut vendre. Et il va le vendre de la même façon que nous le faisons de nos jours, c'est-à-dire sur le Web 2. Il va prendre sa voiture, il va aller sur le même site qu'Alice est en train de visiter. Il va mettre des photos de la voiture, mettre l'annonce et publier son annonce. Il va aussi rajouter des conditions d'achat telles que le prix et plusieurs autres choses. Alice va fouiller ce site internet et elle va trouver la voiture de Bob. Elle va apprécier la voiture de Bob. Bam, elle parle à Bob. Ils se coordonnent de façon à ce qu'ils trouvent un accord pour leur échange. Et Alice paie un montant d'environ 10 000 dollars ou disons 10 000 euros pour la voiture à la plateforme. Donc elle verse cet argent à la plateforme sur laquelle la voiture se trouve. La plateforme internet, donc c'est-à-dire dans peut-être eBay ou Le Bon Coin. En plus de la plateforme, pour attester réellement que la voiture est celle de Bob, une autre entité comme une compagnie d'assurance ou un service d'immatriculation du véhicule peut être impliquée dans le processus de vente. Là, on n'a pas que le site web ou la société qui a le site web de revente de matériaux d'occasion, de revente d'articles d'occasion qui est un third party, comme on dit en anglais. Il y a aussi la société d'assurance et aussi la société d'immatriculation de la voiture. Alice reçoit les documents relatifs à la voiture. Elle accepte d'envoyer le paiement. Elle accepte que la plateforme envoie le paiement à Bob. Une fois qu'ils ont trouvé un accord, et si elle signe les papiers, les documents et tout, Bob transfère la voiture et les documents à Alice. Il prend la voiture et il l'amène à Alice d'une façon dont je ne sais pas. Et la plateforme prélève une commission sur l'argent et envoie le reste à Bob. Là, Bob a son argent et la plateforme a son argent. Tout le monde est content. Et voilà, le scénario sur le Web 2 est terminé. Maintenant, prenons le scénario sur le Web 3. Si Alice et Bob se trouvaient dans un monde où la Web 3 est répandue et où ils utilisent la Web 3, voici comment la vente de la voiture se serait effectuée. Bob veut vendre sa voiture. Il s'identifie sur la plateforme, c'est-à-dire la plateforme comme eBay ou Le Bon Coin, mais une version de cette plateforme-là qui est compatible avec le Web 3 et la blockchain. Il s'identifie à cette plateforme avec son adresse, l'adresse de son porte-monnaie, de son wallet, comme on dit en anglais, on va appeler ça wallet. Et il va utiliser un smart contract pour fixer les conditions de la vente de sa voiture. Déjà, Bob, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser sa voiture et les clés de la voiture dans un garage fermé par une serrure intelligente qui peut être contrôlée grâce à un smart contract. Ça peut être contrôlé par un smart contract. Et les termes du contrat dans le smart contract pourraient être que si l'équivalent de 10 000 euros en crypto-monnaie arrive à mon adresse blockchain, transférer la propriété de ma voiture à la personne à qui cette adresse appartient. Donc à l'adresse même. Transférer cette propriété à cette adresse blockchain qui m'a envoyé de l'argent, qui m'a envoyé la crypto-monnaie, et accorder à cette adresse-là l'accès à la serrure intelligente du garage pour que la personne puisse récupérer la voiture quand il veut, quand il le souhaite. Bon, revenons à Alice. Alice, elle aussi veut acheter une voiture. Elle veut acheter une voiture comme tout à l'heure, mais là, elle se trouve sur la Web 3. Alice veut acheter une voiture, elle se rend sur Internet, sur un site Web 3, le même site sur lequel Bob a mis sa voiture, mais ce site est compatible à la Web 3. Elle regarde, elle aime la voiture de Bob, elle clique sur le bouton achat sur la voiture de Bob. En ce faisant, elle signe le smart contract avec sa clé privée. Le smart contract est vérifié par les nodes de la blockchain
pour vérifier si Bob est véritablement le propriétaire de la voiture et si Alice a suffisamment de fonds pour acheter la voiture. Lorsque la vérification est réussie, le réseau blockchain enregistre Alice comme la nouvelle propriétaire de la voiture de Bob. Et leurs soldes crypto-monnaies sont mis à jour. Puis, le smart contract appelle un oracle pour accorder accès à la serrure intelligente du garage à Alice. Et elle peut maintenant obtenir la voiture. Bon, là, le scénario s'est passé et tout simplement, les règles ont été respectées et ce grâce au smart contract qui est en ligne. Et là, si un voleur vient dérober la voiture à Alice, n'importe qui peut inspecter la blockchain pour vérifier qui est le véritable propriétaire de la voiture. Vous voyez, dans l'exemple sur la Web3, le rôle du tiers est limité. Nous n'avons pas besoin de compagnie d'assurance ni d'institut d'immatriculation de voitures pour attester la propriété de la voiture. Tout est inscrit sur la blockchain et personne ne peut modifier. Même le site web répertoriant la voiture n'a pas touché à l'argent de la transaction, puisqu'il s'agit d'un site Web3 qui fonctionne sur la blockchain. Mais comment ce type de site peut faire de l'argent, ça c'est pour un autre podcast, un autre épisode. Là on se concentre sur le scénario d'Alice et Bob. Cet exemple peut sembler un peu tiré par les cheveux aujourd'hui. Là, vous entendez parler de garage intelligent avec serrure intelligente et de contrats qui se situent sur la blockchain dans un monde totalement virtuel qui font en sorte que les règles sont respectées dans un monde réel et qui garantissent l'authenticité et qui garantissent que la propriété est bien respectée, la propriété d'un objet est bien respectée. Genre, vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux dit comme ça. Je pense qu'il y en a qui diront ça. Mais les bases pour construire ce type de technologie sont en train d'être posées. Et nous pouvons déjà voir des entreprises qui construisent le futur dès aujourd'hui. Selon les experts, le Web3 n'est encore qu'à ses débuts. Si vous êtes sceptique à ce sujet, je vais vous lire un petit extrait d'un livre que j'aime beaucoup ce livre, c'est The Internet of Money par Andreas Antonopoulos. C'est un advocate, on dit Bitcoin advocate en anglais. Il est très célèbre dans le monde de la crypto et il fait beaucoup de conférences et il a cette vision sur le Bitcoin que j'aimerais partager avec vous. Voici un extrait de son livre. Il y a plus d'un siècle, savez-vous ce que les médias disaient des premières automobiles? Ils ridiculisaient les voitures. Ils se moquaient des voitures. Les voitures étaient plus lentes que les chevaux. Les voitures tombaient tout le temps en panne. Les voitures avaient besoin d'une essence chère que l'on ne trouvait nulle part. Elles nécessitaient d'énormes quantités d'infrastructures pour fonctionner. Les médias se sont concentrés sur la partie de l'histoire qui vendait le plus de papier. Les accidents de voitures, les piétons mutilés par les voitures. Depuis les premières voitures, pendant plus de 20 ans, l'histoire était celle de machines infernales, dégoûtantes, sales et bruyantes, bien inférieures aux chevaux, qui n'allaient nulle part, que seuls les cinglés utilisaient et qui, la plupart du temps, tuaient leurs occupants et tous ceux qui s'y rapprochaient. Ils ont même adopté une loi appelée Red Flag Act, la loi du drapeau rouge, qui exigeait que tout opérateur de voiture ait 3 membres d'équipage dans son personnel. Un conducteur, un ingénieur et un signaleur. Le conducteur conduisait le véhicule, l'ingénieur supervisait l'opération, un peu comme sur les chemins de fer, et le signaleur portait un drapeau rouge et courait 100 mètres devant la voiture pour avertir les piétons de l'arrivée imminente d'une machine de mort infernale qui allait les faucher. Devinez ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Parce que là, on parle du Royaume-Uni. Ça se passait dans le Royaume-Uni.
Devinez ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Ils ont perdu la course de l'industrie automobile parce qu'ils ont vu ces technologies et au lieu de voir son potentiel, ils ont laissé la peur définir leur réaction. Ils ont créé un environnement où une voiture ne pouvait pas faire les choses qu'une voiture est censée faire. Si vous faites en sorte qu'une voiture aille aussi lentement que le piéton qui court devant elle avec un drapeau rouge, vous perdez les avantages d'une voiture. Si une voiture nécessite un équipage de 3 personnes pour fonctionner, vous perdez ses avantages. Au début, la technologie disruptive doit vivre dans un monde créé pour la technologie qu'elle remplace. À cette époque, lorsque vous conduisiez votre toute nouvelle automobile dans une ville, vous rouliez sur des routes utilisées par des chevaux, avec des infrastructures conçues et utilisées pour les chevaux. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de route pavée, il y a quelque chose à propos des chevaux que les voitures n'ont pas. Ces premières voitures étaient à traction avant, donc juste 2 roues qui tournent. Les chevaux sont des véhicules à 4 pieds motrices qui leur donnent beaucoup de flexibilité. Ils ont aussi un équilibre. Vous avez une route qui a été conçue pour les chevaux et qui n'était pas pavée. Certaines d'entre elles avaient des pavés, mais la grande majorité des routes n'étaient pas pavées. Elles n'étaient pas non plus sèches. Elles étaient généralement couvertes de boue et de crottins de cheval parce que c'est ce que les chevaux font. C'est dans cet environnement que l'automobile a dû faire ses preuves. Elle n'a pas commencé par « Oh oui, nous avons inventé l'automobile, permettez-moi d'en démontrer les capacités sur une autoroute ». Au lieu de cela, les riches fous qui expérimentaient cette technologie conduisaient leurs voitures sur des routes pleines d'ornières, là où les chevaux étaient passés sur des routes non conçues pour des automobiles. Dans la boue, et ce qui s'est passé, c'est que les voitures se sont embourbées parce qu'elles n'avaient pas d'équilibre à 4 pieds, comme les chevaux. Et les critiques ont dit, ah, vous voyez, vous avez dit que ça marcherait, mais jamais, regardez-vous, vous ne pouvez même pas sortir de la boue. Finalement, ils ont commencé à paver les routes, puis quelque chose de vraiment intéressant s'est produit. Lorsque vous pavez les routes et les rendez adaptées aux véhicules, les chevaux de l'ancienne technologie peuvent encore les utiliser. Les routes pavées n'ont pas seulement permis à l'automobile d'exister, elles ont aussi permis au cheval d'exister confortablement et elles ont aussi ouvert la porte à de nouvelles technologies. Maintenant, vous avez des gens qui roulent en scooter, en skateboard, en roller et toutes les autres choses qui se déplacent dans nos rues. C'est ce qu'on appelle de l'inversion d'infrastructure. Vous commencez avec une nouvelle technologie qui vit sur l'ancienne infrastructure et puis ça s'inverse. Vous construisez l'infrastructure et ensuite l'ancienne infrastructure roule par-dessus l'infrastructure conçue pour la nouvelle technologie. Donc, dans cet extrait, nous pouvons voir comment la voiture a été accueillie avec beaucoup de scepticisme à l'époque, il y a plus de 100 ans. Comment les gens traitaient la voiture d'inutile. Comment c'était que les riches fous qui expérimentaient avec. Et nous avons aussi vu comment les médias se sont concentrés sur le mauvais aspect des voitures, qui décrivaient les voitures comme machines infernales, comme des machines qui ne savaient pas rouler parce qu'elles roulaient sur des boues, elles avaient du mal à s'en sortir sur un terrain boueux. Ils décrivaient les voitures de machines de mort, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans ce livre, l'auteur essaie de décrire ce qui se passe avec les bitcoins, avec la crypto-monnaie, avec le Web3. Les médias critiquent, les médias montrent le mauvais côté parce que c'est ce qui fait vendre. C'est en parlant des mauvais côtés qu'ils vendent le plus de journaux. Et ils ne voient pas l'autre côté. Et actuellement, le Web3 fonctionne sur une infrastructure qui est faite pour le Web2. Elle a du mal à s'exprimer. Tout son plein potentiel ne peut pas être utilisé. Vous avez vu ce qui s'est passé quand on a trouvé la bonne infrastructure pour faire fonctionner les voitures. De nouveaux engins ont vu le jour, tels que les motos, les scooters, les rollers et bien d'autres. Et les chevaux ont continué à circuler.
Mais vous avez vu les avantages énormes que la voiture a apportés à l'humanité. Imaginez ce qui va se passer une fois que l'infrastructure pour faire fonctionner pleinement la blockchain sera construite. Imaginez le boom qu'il y aura. Je pense que ce que nous avons vu en 2021 ou en 2017 ne sera même pas comparable. Il y aura un boom vraiment spectaculaire, surtout si l'utilisation de la blockchain est faite de façon à bénéficier à l'humanité. Pas juste à faire vendre des pixels ultra chers à des personnes ultra riches ou à investir sur des actifs qui sont très volatiles, mais une utilité réelle dans nos vies. Imaginez ce qui va se passer. Maintenant, parlons de ces sociétés qui utilisent la blockchain pour rendre nos vies meilleures. En 2021, il y a eu plusieurs sociétés, il y a plusieurs investisseurs qui ont versé des milliards de dollars dans des sociétés qui travaillaient sur la blockchain. Et il y a des sociétés qui ont fait faillite, il y a d'autres qui continuent à fonctionner. Il y a plusieurs types de sociétés et on va se concentrer sur celles qui utilisent la blockchain pour rendre nos vies meilleures ou qui utilisent la blockchain pour rajouter un plus dans le monde réel dans lequel nous vivons, dans les transactions et dans l'échange de valeurs. La première société que nous allons voir, c'est TerraZero. J'ai mis le lien dans le blog post, dans l'article qui accompagne ce podcast. Vous le trouverez sur https://doomer.me, D-O-U-M-E-R. C'est mon blog. Vous trouverez cet article là-bas et vous aurez le nom de toutes ces sociétés et le lien vers leur site internet respectif. Donc déjà, il y a TerraZero. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont apporté le concept de forêt autogérée. Ils utilisent un smart contract sur l'Ethereum blockchain pour gérer l'abattage et la vente des arbres d'une forêt en Allemagne. Et pour ce faire, ils utilisent des drones et des satellites pour surveiller la croissance de la forêt. Et en fonction de l'état de la forêt, ils déclenchent des événements dans le smart contract pour permettre l'abattage de ces arbres et la vente du bois. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ce concept est un peu révolutionnaire. C'est un peu what the fuck. Une forêt autogérée à partir d'un mécanisme assez autonome et à partir de contrats mis sur la blockchain pour gouverner ce qui se passe dans le monde réel. Ça utilise un peu les technologies dont on a parlé dans ce podcast. Et ouais, je vais décortiquer chacune de ces technologies dans des épisodes futurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'apparition de chaque épisode. Nous allons parler de ça, comment est-ce que ça se passe, comment tout ceci est fait. Donc, allez, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine société, c'est Starton. Starton.io, leur site internet. Cette société construit une API pour faciliter la création et le déploiement de smart contracts sur la blockchain. L'interaction avec ces smart contracts et l'observation des événements qu'ils produisent. Ce qu'ils ont fait est très technique, mais c'est un grand pas vers l'adoption des smart contracts par n'importe qui. Parce que déjà, ils facilitent la création de smart contracts. Ils facilitent l'écoute des événements de ces smart contracts. Ils facilitent un tas de choses qui étaient auparavant très compliquées, beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Bon, pour les développeurs qui m'écoutent là, ils ont une API qui permet de créer des smart contracts, une API sur laquelle on peut se brancher et faire des smart contracts facilement. Et je pense que tous les développeurs qui m'écoutent verront le potentiel que ça a et la facilité que ça apporte au processus de création de smart contracts. Et plus tard, je pourrais, là déjà, je pense à une idée de business, genre des smart contracts qui sont encore plus faciles, sans passer par des API, mais par une interface un peu drag and drop, ou une interface beaucoup plus user-friendly que les API. Ça me fait penser aux lampes électriques, par exemple les Philips Hue, où vous avez une application qui vous permet de contrôler, de donner des règles d'exécution pour votre lampe. Genre si tel événement se produit, ou bien tu t'éteins à telle heure, tu t'éteins à une heure précise, tu te rallumes à une heure précise.
tu fais ceci à cette heure, tu changes de couleur à cette heure précisément. À Google Home, une Google Home par exemple, où vous avez des modes. Genre, si on avait cette sorte d'interface pour les smart contracts, où on pourrait créer des smart contracts à partir d'événements simples de ce style, avec une interface aussi simple que celle de Google Home, par exemple. Bon, c'est une idée qui est faisable, je pense qu'elle est faisable, mais ça va nécessiter beaucoup de connaissances techniques. La prochaine société dont on va parler, c'est Blockbar. Blockbar, c'est la première place de marché NFT en ligne qui vise directement les consommateurs de vin et de spiritueux. En fait, Blockbar vend des bouteilles réelles qui sont attachées à des NFT. Les bouteilles sont liées de manière unique aux NFT sur la blockchain, ce qui leur confère une sorte d'identité numérique unique. Chaque NFT provient d'une marque de luxe et est lié à une bouteille physique et réelle. Vous voyez un peu le concept. Ça essaie un peu de rendre ce concept de propriété unique sur la blockchain et la lier à des objets physiques de la vie réelle. Et ce n'est pas la seule société qui fait ce genre de truc. Dernièrement, lors de la cérémonie de remise des trophées à l'occasion du Ballon d'Or, on a vu la FIFA donner des NFT qui liaient les trophées physiques à des entités numériques sur la blockchain, ce qui confère une identité unique à chacun de ces trophées, les trophées que les joueurs ont gagnés. Et si je me rappelle bien, lors de cette émission, lors de cette cérémonie, les spectateurs avaient l'occasion de gagner un NFT qui représentait un truc dans la vie réelle. Je ne me rappelle plus trop de quoi, mais en général, tout ça pour vous dire que les NFT étaient très mis en avant lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Je pense que c'était le Ballon d'Or 2022. Oui, lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2022. La cérémonie qui a été remportée le Ballon d'Or a été remporté par Karim Benzema. Bon. La prochaine société, c'est Tangible. Ils font un truc qui est très intéressant. Cette société convertit des actifs du monde réel en NFT. Elle peut convertir de l'or, des biens immobiliers et d'autres actifs en NFT sur la blockchain. Elle attribue une propriété numérique et unique aux propriétaires réels de ces actifs. Et ces actifs pourraient être vendus plus tard ou leurs propriétés pourraient être échangées. Donc, vous avez votre maison. Vous voulez la vendre tangible, vous la convertir en NFT sur la blockchain. Vous avez de l'or, des trucs, des actifs qui ont une valeur. Elle peut créer une identité numérique unique sur la blockchain pour ces actifs-là. En gros, c'est ce qu'ils font. Vous pouvez les vendre sur la blockchain directement. Donc du coup, je crois que là, on a fait le tour de quelques sociétés. Il y en a plusieurs, mais j'ai couvert celles qui m'intéressaient le plus. Je pourrais peut-être faire un épisode où je parle de plusieurs autres sociétés, où je vais plus en détail dans ces sociétés-là et ce qu'elles font. À vous de me dire si vous aimeriez écouter ça. Pour conclure et clôturer cet épisode, j'aimerais bien vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la blockchain, le Web3 et tous ses atouts? Est-ce que j'ai réussi à vous faire ouvrir les yeux sur le potentiel de la blockchain, du Web3 et des smart contracts et tout le reste? Ou est-ce que j'ai réussi à vous faire changer d'avis? Vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Plus enthousiaste. Merci de partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci. Ciao.